Bonjour chères étudiantes et étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion qui est une suite logique des limites et de la continuité. C'est la dérivabilité des fonctions numériques d'une seule variable. Alors, nos objectifs pour cette vidéo, nous allons d'abord rappeler les diverses définitions de la dérivabilité d'une fonction, que ce soit en un point, à droite ou à gauche en un point, ou la dérivabilité sur un intervalle. Deuxième objectif, c'est présenter une interprétation géométrique très utile. C'est pour une fonction qui est dérivable en un point. Et dernier point, c'est rappeler les opérations principales sur les fonctions dérivées, ainsi que quelques dérivés usuels que nous allons certainement manipuler au niveau des applications et des exercices. Donc voilà, nous allons commencer d'abord avec la première définition, c'est une fonction qui est dérivable en un point. En se donnant une fonction f définie d'un domaine i, généralement un intervalle vers R, et un point x0 appartenant à i. On dit que f est dérivable en x0 si, alors là, il y a un calcul de limite à réaliser. Si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, on calcule, c'est une nouvelle fonction ici qui dépend de f. Un rapport, c'est le f de x moins f de x0 sur x moins x0. En faisant tendre x vers x0, si ça donne un réel, alors, je reviens à la définition, on dit que f est dérivable en x0. Ce réel, cette limite-là qui est finie et un réel, on la note par f' de x0. Et ça désigne exactement la dérivée de f au point x0. Alors, quelques remarques à signaler ici. Déjà, on va essayer de comprendre la négation de cette définition. Lorsque on n'a pas cette limite finie, donc la négation de fini, c'est soit infini, soit n'existe pas. Donc si cette limite n'existe pas ou est infinie, alors c'est la négation de la définition. On dit que f n'est pas dérivable en x0. Deuxième remarque, c'est que la dérivée f' de x0, puisque c'est une limite, elle est unique. Donc souvenez-vous d'une propriété importante qu'on a vue au niveau des limites, c'est que la limite, lorsqu'elle existe, elle est unique, soit finie, soit infinie. Une troisième remarque, c'est une autre façon d'écrire et de calculer cette limite, c'est par un changement de variable. En posant x moins x0 une nouvelle variable h. Alors dans ce cas, lorsque x tend vers x0, x moins x0 va tendre vers 0. C'est pour cela qu'on a mis ici h tend vers 0 et on remplaçait x par, puisque x moins x0 égale à h, alors x est égal à x0 plus h. Donc parfois le passage par le changement de variable permet de faciliter le calcul des limites. Alors là, des exemples directs, c'est l'application de cette définition de la dérivabilité en un point à des exemples de fonctions usuelles très simples. Comme je sais que vous avez bien travaillé ce côté-là, donc vous vous souvenez que lorsqu'on a une fonction constante, alors toujours sa dérivée en n'importe quel point, puisque c'est défini sur R tout entier, c'est égal à 0. Alors on va essayer de retrouver ce résultat que vous avez déjà rencontré au niveau baccalauréat. Alors, la limite donc, de la définition, et on va remplacer par l'expression f de x, c'est la constante c, f de x0, c'est c. Donc là, un petit conseil, avant de se lancer dans le calcul de la limite, d'abord essayez de simplifier. Donc, simplifiez l'expression de la fonction que vous voulez calculer sa limite. Donc là, c'est la limite, on laisse la limite et on simplifie. Là, on remarque que c'est 0. Donc si la limite, ça devient la limite donc, de la fonction constante nulle qui est égale à 0. Donc voilà, c'est ce qui justifie ce résultat fondamental que vous connaissez. Deuxième exemple, c'est la fonction 1 sur x qui est définie donc sur R étoile. Donc, on va prendre un x0 différent de 0. Là aussi, pour ceux qui se souviennent, c'est f' de x0, c'est moins 1 sur x au carré, x0 au carré, donc que l'on va retrouver par ce calcul de limite. Donc là, on va remplacer, bon, pour l'expression,
f de x, c'est 1 sur x. F de x0, c'est 1 sur x0. On divise sur x moins x0. Là aussi, à simplifier avant de passer au calcul de limite. Donc là, on a ici, sur ce numérateur, on a à unifier le dénominateur, rendre au même dénominateur. Donc le même dénominateur ici, c'est le produit, c'est x fois x0. Je multiplie ici 1 par x0. Je multiplie ici 1 par x. Donc ça va donner x0 moins x sur x fois x0, le tout sur x moins x0. Alors là, on a aussi à faire des simplifications. On remarque qu'il y a x moins x0 et ici, c'est x0 moins x. Donc on peut simplifier par x moins x0 sans oublier que c'est l'opposé. Donc, on va avoir ici moins 1 sur x fois x0. Et donc là, puisqu'on a pris un x0 qui est non nul, il n'y aura pas de problème. On va remplacer par x0 ici, x par x0, et ça va donner moins 1 x0 au carré. Donc voilà. Un troisième exemple, c'est la racine carrée. Donc elle est définie sur R+, comme vous le savez. Alors là, je vais vous laisser le soin de travailler d'une manière analogue, comme on a réalisé ici, pour retrouver la formule que vous connaissez aussi bien. La dérivée de la racine de x0, c'est 1 sur 2 racines de x0 lorsque x0 est différent de 0. Donc là, je vous laisse en exercice. Alors, je vais m'arrêter sur le point x0 égale à 0, le 0. Qu'est-ce qui se passe au niveau de 0? Alors, on va s'arrêter. Donc, c'est la dérivée. On cherche ici, est-ce que f, la racine carrée, est dérivable au point 0? Donc, on va calculer la limite par définition. Je remplace par l'expression f de x, c'est racine de x. Racine de 0, c'est 0. Donc, ça nous donne cette expression, racine de x sur x. Alors là, on remarque si on remplace directement, ça donne 0 sur 0. Ça sera une forme indéterminée. Alors, comment on va essayer de détourner ou bien de lever cette indétermination? Il suffit de transformer racine de x sur x par 1 sur racine de x. Et dans ce cas, on aura 1 sur quelque chose de très petit positivement. Donc, ça donne plus l'infini. Donc, puisque ce n'est pas fini, on déduit que f n'est pas dérivable au point 0. Et donc, voilà. Alors, donc là, vous retenez que la racine est dérivable en tout point x différent de 0, supérieur strictement à 0. Alors, j'arrive sur le deuxième objectif de cette vidéo, c'est vous rappeler une interprétation géométrique d'une fonction qui est dérivée en un point. Dérivable en un point, pardon. Donc là, on va le schématiser sur un graphique. On a une courbe ici. On s'arrête sur un point x0, son image, son ordonnée f de x0. Donc, on cherche qu'est-ce qui se passe au niveau de ce point-là, le point d'ordonnée, de coordonnées x0, f de x0. Alors là, pour ceux qui veulent comprendre d'où vient ce résultat, ils peuvent chercher ailleurs. J'ai quand même donné quelques indications sur cette interprétation géométrique au niveau du support PDF que vous allez retrouver déposé sur la plateforme de la faculté. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette interprétation géométrique? C'est l'équation de la tangente T à la courbe de f au point x0, c'est-à-dire au point M, géométriquement, de coordonnées x0, f de x0, qui a cette expression-là, qui est la suivante. Y égale la dérivée, puisque f, là, on suppose que f est dérivable au point x0. Donc, f' de x0, c'est un réel, ça existe. Alors, y égale f de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors là, ça nécessite bien sûr une petite démonstration. Donc, que vous n'êtes pas obligé. Donc, vous allez apprendre et saisir cette information, ce résultat-là. C'est que lorsque la fonction est dérivable en un point, alors qu'est-ce qu'on peut obtenir au voisinage de ce point? On peut tracer géométriquement au voisinage, et en ce point exactement, une droite tangente à la courbe. Alors, c'est quoi une tangente? Ça se passe au voisinage du point. Alors, au voisinage de x0, vous remarquez que cette droite-là touche la courbe exactement en ce point. Seulement en ce point.
peut-être plus loin du point x0, c'est-à-dire en s'éloignant, en ne restant pas au voisinage de x0, peut-être, par exemple, je vais tracer, je peux continuer que la courbe, par exemple, elle peut continuer comme ça, si elle monte, à un certain moment, elle peut encore rencontrer la courbe, la tangente peut rencontrer la courbe, mais plus loin du point x0. Donc là, c'est important, ça se passe au voisinage, la tangente ne touche la courbe qu'en ce point-là, de coordonnées x0, f de x0. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre la notion de tangente. La tangente, c'est une droite qui rencontre la courbe en ce point seulement, au voisinage du point. Donc là, voilà, puisqu'on a donc, ça peut être posé comme ça une question en exercice, en TD ou même en examen. Donner l'équation de la tangente T à la courbe de f au point x0. Donc, c'est celle-là. Il suffit de calculer f' de x0 et f de x0. Voilà. Donc, parce que f devrait être dérivable en ce point-là. Alors, à noter aussi que donc, pour une droite, l'équation générale d'une droite, je la rappelle oralement, y égale à x plus b. Alors, le a à côté de x, ça s'appelle la pente de la droite ou bien le coefficient directeur de la droite. Alors ici, qu'est-ce qui joue? Pour cette tangente, quelle est la pente de cette tangente? Remarquez quel est le coefficient à côté de x, c'est f' de x0. Alors ici, la dérivée en un point désigne la pente de la droite t, de la tangente t. Alors, il y a une autre information que j'ajoute ici, donc qui doit être un petit peu aussi justifiée, mais à apprendre, c'est lorsque la limite est exactement infinie, plus ou moins l'infini. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de tangente, sauf il y a ce qu'on appelle une tangente, puisqu'il n'y a pas de dérivée, il n'y a pas de pente. Mais alors, comment on la représente géométriquement? Par une droite verticale qui peut être appelée tangente verticale d'équation x égale à x0. Donc, c'est aussi une information que vous avez déjà vue au niveau baccalauréat. Alors, j'arrive maintenant sur la deuxième définition de la dérivabilité à droite et à gauche en un point. Puisque la limite, au niveau de la limite, on a déjà vu la notion de limite à droite et à gauche. Lorsque la limite elle est finie, on peut passer par le calcul des deux limites à droite et à gauche. Souvenez-vous, si les deux limites à droite et à gauche sont égales, bien sûr finies et sont égales, alors on dit que la limite existe et c'était exactement la limite en ce point. Alors là aussi, on va travailler avec le rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0. On va lui calculer seulement la limite à droite. Si on trouve cette limite finie, alors on dit que f est dérivable à droite en x0 et qu'on note cette limite par f'd désigne à droite de x0. Et donc, c'est la dérivée à droite de f en x0. De la même manière, on définit la dérivabilité à gauche en x0. Il suffit de travailler avec la limite à gauche pour les points qui sont inférieurs. On fait tendre x vers x0 par les valeurs inférieures à x0, strictement. Alors, dans ce cas aussi, cette limite, en la calculant, c'est un réel. On la note par f'g de x0 qui désigne la dérivée à gauche de f en x0. Alors là, j'ai mis une remarque, mais en fait, c'est un théorème qui découle du résultat que je viens de rappeler. Lorsque les deux limites à droite et à gauche existent et sont égales, alors il y a la limite. Alors là, au lieu de travailler avec n'importe quelle limite, je travaille avec les limites de ce rapport, de cette fonction. Donc, f' de x0 existe, c'est la limite. C'est équivalent à ce que la dérivée à droite et la dérivée à gauche existent et sont égales. Donc là, c'est important. Parfois, on passe aussi par la dérivabilité à droite et à gauche pour montrer la dérivabilité en un point. Alors, un résultat aussi important à connaître, c'est ce théorème-là qui dit si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. Donc, la dérivabilité entraîne la continuité. Pour ceux qui s'intéressent à la démonstration, elle est sur le polycope, sur le support PDF que vous allez retrouver sur la plateforme. Alors,
là, on a une implication dans ce théorème. La dérivabilité implique la continuité. Donc là, j'ai noté par contraposé. Souvenez-vous du raisonnement de la contraposée. Une propriété P qui implique une propriété Q, si je passe à ça par la contraposée, c'est la négation de Q qui implique la négation de P. Non Q implique non P. Donc là, si je l'applique, ce raisonnement de contraposé à ce théorème, à cette implication, ça veut dire si je vais nier, si f n'est pas continu en x0, alors f n'est pas dérivable. C'est ce qu'on a mis ici. Donc c'est important. Plutôt les étapes logiques, c'est on passe d'abord par la continuité. Si c'est continu, on peut passer à la dérivabilité. Elle peut être dérivable comme elle peut ne pas l'être. Mais si on n'a pas la continuité, c'est pas la peine de vérifier est-ce qu'elle est dérivable. Automatiquement, elle ne l'est pas. Donc ça, c'est important. Si elle n'est pas continue, elle ne sera pas dérivable. Alors, dans cette remarque suivante, donc là, on va travailler la réciproque de ce résultat. C'est quoi la réciproque? C'est pas du tout la contraposée. Si f est dérivable en x0, alors f est continu, on cherche est-ce qu'on a l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'on a toujours f continu implique f dérivable. C'est ce que je viens déjà de dire. Elle peut être dérivable comme elle peut ne pas l'être. Alors justement, cette réciproque n'est pas toujours vraie. Il suffit de donner ce contre-exemple qui est devant vous, c'est l'exemple de la fonction, la valeur absolue de x. Je n'ai pas mis de détails, c'est x lorsque x est positif et c'est moins x lorsque x est négatif. Alors, ça se voit même sur le graphique. Là, voilà, si vous tracez la courbe de la valeur absolue, ici c'est les demi du côté positif, c'est la demi-droite d'équation y égale à x, puisque f de x, la valeur absolue de x est égale à x. Et du côté négatif, c'est y égale à moins x. Aussi, c'est une demi-droite d'équation y égale à moins x. Donc, vous voyez, il n'y a pas de discontinuité, même graphiquement. Je vous laisse de vérifier, c'est très facile. La continuité de la valeur absolue en point 0, même en 0, ça ne pose pas de problème. Mais on va remarquer que ça pose un problème de la dérivabilité en 0, en ce point-là. On va voir qu'il n'est pas dérivable. Alors, on va passer par le calcul des dérivées à droite et à gauche en 0. Alors, je commence par la dérivabilité et la dérivée à droite. C'est la limite de la valeur absolue de x moins valeur absolue de 0 sur x moins 0. C'est la limite puisqu'on est ici à droite, c'est-à-dire pour x supérieur à 0. Alors, valeur absolue de x, c'est x. Donc, c'est la limite en fait de 1, fonction constante. Donc, c'est la constante, c'est 1. À gauche, d'une manière similaire, vous remplacez la valeur absolue puisque x se trouve inférieur à 0. Donc, je remplace valeur absolue de x par moins x. En simplifiant, ça reste moins 1. La limite de la constante moins 1, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on n'a pas l'égalité des deux dérivées à droite et à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Elle n'est pas dérivable en 0. Sauf que, géométriquement, comment on va interpréter cela? On a ce qu'on appelle deux demi-tangentes en ce point d'équations respectives. Donc, la première, je la note TD pour droite. Alors, au lieu de travailler ici, donc je reviens sur l'équation de la tangente. Ici, il n'y a pas une tangente, il y a deux demi-tangentes. On va on va remplacer la dérivée en ce point par la dérivée à droite pour la demi-tangente droite et la dérivée à gauche pour la demi-tangente gauche. Alors, on aura une équation d'une demi-droite y remplacée, vous allez trouver y égale à x. Donc, exactement, c'est ce que j'ai mis en orange ici. Elle se superpose sur la courbe du côté droit. D'accord? Et aussi, pour gauche, y remplacer f'g par moins 1, vous allez trouver y égale à moins x. C'est exactement cette demi-droite du côté gauche. Donc voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on a en général, donc c'est pas seulement pour la valeur absolue. Lorsqu'on a la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche en un point, mais qui ne sont pas égales, alors on va retrouver deux demi-tangentes en ce point-là. Ces deux demi-tangentes forment ce qu'on appelle
un point anguleux. Il forme un angle entre eux au niveau de ce point-là. Donc, vous voyez ici un angle, il est exactement droit. Ça fait 90 degrés. Donc là, c'est important à visualiser. La dérivabilité en un point, c'est on peut tracer une tangente. Lorsqu'on a la dérivabilité à droite et à gauche sans être dérivable, pas d'égalité entre les deux dérivés à droite et à gauche, alors là, on va remarquer qu'il y a ce qu'on appelle un point anguleux. Il y a deux demi-tangentes que vous allez retrouver leur équation à travers ces expressions. Deux demi-tangentes qui forment entre elles un point anguleux. Alors, on passe maintenant à la dernière définition de la dérivabilité, c'est celle de la dérivabilité sur un intervalle. Alors, en se donnant une fonction, on dit qu'elle est dérivable sur un intervalle i si f est dérivable en chaque point de i. Donc, c'est important. Pour tout x appartenant à i, f' de x existe. C'est un réel. Alors, dans ce cas, puisqu'on a pour tout x sur i, alors là, c'est ce qui nous donne cette définition de la fonction dérivée de la fonction f. Donc, c'est une nouvelle fonction qu'on forme. Elle est aussi définie sur i, vers r bien sûr. À chaque x, on fait correspondre la dérivée de x. Donc, lorsqu'on a la dérivabilité sur un intervalle, on forme ce qu'on appelle la fonction dérivée de la fonction f. Donc là, je donne l'exemple de la racine. La fonction f' de la racine, puisqu'on a déjà vu dans un exemple précédent. Alors là, que la racine n'est pas dérivable en 0, donc elle est définie sur r plus étoile, donc qui à chaque x va correspondre f' de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et on fait également pour toute fonction usuelle qui est dérivable sur un intervalle. Justement, je vais rappeler certaines dérivées usuelles que l'on va rencontrer au niveau des applications. Alors, sinus de x, la dérivée, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sin. La dérivée de x à la puissance alpha. Alors là, j'ai mis une puissance réelle qui peut être aussi un antinaturel, x à la puissance n, ou aussi un rationnel, x à la puissance p sur q. Alors, la dérivée de x à la puissance alpha, c'est la même expression pour tout type de réel, entier, rationnel ou réel. C'est alpha x à la puissance alpha moins 1. L'exponentielle de x parmi les dérivés les plus simples, c'est aussi, ça ne change pas, c'est l'exponentielle de x. La dérivée du logarithme népérien, ln de x, c'est 1 sur x. Donc là, vous connaissez le domaine de ln, c'est r plus étoile. Exponentielle, c'est r, sans problème. Là aussi, c'est r, sinus r et cosinus c'est r. Alors, j'arrive sur troisième point, c'est rappeler les opérations fondamentales sur les dérivés. Il s'agit de la somme, produit, quotient et composé. Alors, première partie, en se donnant deux fonctions définies sur un même domaine qui sont dérivables en un point x quelconque en général. Alors là, on forme, vous vous souvenez, des opérations sur les fonctions. Il y a la somme, le produit, et le quotient et la composée. Alors ici, f plus g' de x, c'est f' de x plus g' de x. On le montre à travers le calcul de limite, c'est pas très difficile, mais on doit donc avoir ces opérations bien saisies. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. C'est comme ça qu'on interprète. Le produit, c'est autre chose. Alors, la dérivée de f fois g, donc je sais que vous avez bien appris ces opérations au niveau baccalauréat, c'est f' de x fois g de x plus f de x, g' de x. Alors là, on va s'arrêter sur un cas particulier. Je vais remplacer f par une fonction constante alpha. Alors, si on la remplace, vous appliquez ici, puisque alpha c'est f de x c'est alpha, la dérivée c'est 0. Donc, ce terme-là, il va disparaître. Il va rester f g' de x et f, ce n'est que alpha g' de x. Là, c'est important. Lorsqu'on a
une constante à l'intérieur de l'opérateur dérivé, on peut faire sortir cette constante sans problème. C'est alpha g' de x. Pour le quotient, f sur g', aussi c'est une formule que vous avez bien vue, f' de x, g de x, moins f de x, g' de x sur g de x au carré. Donc c'est à apprendre. Là aussi, on s'arrête sur un cas particulier qui découle de cette formule. On va remplacer f par la fonction constante 1. Alors là, dans ce cas, f' d'une fonction constante, c'est 0. Donc, il va nous rester moins f g' de x. Et f, ce n'est que 1. Donc, la formule, c'est moins g' sur g de x au carré. Donc, ça, c'est pour les fonctions deux fonctions qui partent du même domaine. Alors, pour la composée, c'est autre chose. Souvenez-vous comment on peut former, et on a le droit de former une composée. Il faut que f parte de i vers j, et bien sûr, on travaille avec des fonctions ici dérivables, et g, elle doit partir de j, ou bien seulement d'une petite partie de j, k inférieur ou égal à j, inclus ou égal à j. Alors, dans ce cas, en ayant deux fonctions dérivables f et g, là aussi, là, ce qu'on forme, on forme g rond f. Alors, la formule de la dérivée de g rond f, c'est g' rond f que multiplie f'. Donc là, avec x, c'est g' de f de x multiplié par ce terme-là qui est dans pas mal de cas oublié par les étudiants. Donc, il faut toujours, c'est g', calculer la dérivée de la première, ce qu'on appelle g rond f, c'est la fonction qui est à l'extérieur, et f, c'est la fonction qui est à l'intérieur de la composée. Alors, calculez d'abord la dérivée de la fonction extérieure, g', que vous mettez g', non pas de x, mais de f de x, et à ne pas oublier à multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la composée. Alors, je vais quand même travailler quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est la tangente. Alors, la tangente, vous connaissez parmi les fonctions circulaires, sinus de x sur cosinus de x. Alors là, vous voyez qu'on va travailler avec quelle formule? C'est la formule du quotient, la dérivée du quotient. Alors, tangente prime de x, c'est sinus de x sur cosinus prime, donc c'est f sur g. Alors, on a f, ici f, c'est f', c'est cosinus, c'est ça. Cosinus, que je multiplie par cosinus, c'est cos au carré, donc c'est ce que j'ai mis en deuxième terme de la somme, c'est cos au carré, moins de la formule de f sur g', moins la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et que je vais multiplier par sinus. Donc, le moins avec le moins, c'est plus, sinus au carré. C'est ce que j'ai mis ici en premier terme. Donc, il y a sinus au carré plus cos au carré, et que je dois diviser par g au carré. Donc, ici, c'est cos au carré. Voilà. Alors, souvenez-vous aussi de cette fameuse propriété de sinus et cosinus. On connaît bien que sinus au carré plus cosinus au carré égale à 1. Donc 1, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos au carré. Ou bien on peut l'écrire aussi avec une autre manière, une autre formule. On pourrait séparer ces sinus au carré sur cos au carré, plus cos au carré sur cos au carré. Donc, ça donne 1 plus sinus au carré sur cos au carré, et ça, ce n'est que tangente au carré. Donc, 1 sur cos au carré, ce n'est que 1 plus tangente au carré de x. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est une fonction a à la puissance x. Alors, on se donne un réel strictement positif parce que le fait d'écrire a sur x, ce n'est que cette expression. C'est l'exponentielle de x que l'on multiplie par ln de a. Donc, alors c'est pour cela qu'on pose a strictement positif pour travailler avec cette constante. C'est aussi une constante ln de a. Donc, c'est a à la puissance x, ce n'est qu'une fonction exponentielle composée. Donc là, on la compose avec x fois ln de a. Alors, justement, on va travailler avec la formule de la dérivée de la composée. Donc, a à la puissance x'. Alors, c'est l'exponentielle de x ln de a. C'est comme si on a l'exponentielle d'une autre fonction f de x. F de x ici, c'est x ln de a.
Alors, je vais quand même revenir sur la formule de la composée. G rond f prime, c'est G prime de f que multiplie f prime. Alors ici, pour la fonction exponentielle de x ln de a, alors G, on va la considérer, c'est l'exponentielle de x, et f, c'est x fois ln de a. Donc, alors là, on aura ici la dérivée, ça sera l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, mais de f de x, de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, c'est l'exponentielle de x ln de a. Et qu'on ne doit pas oublier de multiplier par la dérivée de la fonction x fois ln de a, qui est une constante. Donc ici, c'est comme si on a a fois x. La dérivée de a fois x, c'est a. Donc ici, la constante, c'est ln de a. Voilà. Alors, et là, ce n'est que l'exponentielle de x ln de a, c'est a à la puissance x ln de a. Voilà pour la dérivée de cette fonction a à la puissance x. Alors, pour un troisième dernier exemple, ln de x au carré plus 1, donc ln de tout ce qui est mis entre parenthèses, sur x au carré plus 1. Alors toujours, devant une expression à dériver de n'importe quelle fonction, essayez de détecter et visualiser quelles sont les opérations que vous allez manipuler. Alors déjà, il y a le quotient, vous remarquez f sur g, et sur le numérateur, cette fonction, elle est une fonction composée. C'est le ln avec une autre fonction qui est x au carré plus 1. Donc, on va travailler la composée en même temps que le quotient. Alors, d'abord, je vais oralement et rapidement travailler la composée. ln de x au carré plus 1. C'est ln, c'est g, elle joue le rôle de g rond f. Alors, le ln, c'est g, et f, c'est x au carré plus 1. En appliquant la formule, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Alors, au lieu de x, on va mettre 1 sur f de x, qui est ici x au carré plus 1. 1 sur x au carré plus 1, et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de x au carré plus 1, qui est égale à 2x. Alors, c'est ce qu'on a mis ici, c'est 2x sur x au carré plus 1. Donc là, c'est la dérivée de cette fonction numérateur. 2x sur x au carré plus 1 que je dois multiplier dans la formule du quotient par g. Voilà, g, x au carré plus 1. Moins, je dérive g, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, que je multiplie par la fonction f, du f sur g, ln de x au carré plus 1. Et le tout sur g carré, c'est x au carré plus 1 au carré. Donc, il reste à faire des simplifications que je vous laisse le soin de vérifier avec cette expression-là. Donc, ici, il y a une parenthèse qui manque. Voilà, avec ceci, je termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.